Un père milliardaire se rend à l'école et voit une jeune fille sans abri enseigner les mathématiques à sa fille. Ce qu'il fait ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La journée commençait comme toujours pour Émilie, le ciel encore sombre, l'air froid du petit matin. Elle se réveilla, enroulée dans sa fine couverture, sous le petit auvent qui était devenu son refuge ces dernières semaines. À 5 ans, elle connaissait déjà bien les routines de la rue. Avec ses petits doigts agiles, elle ajusta sa robe délavée, trop grande pour son corps frêle, et tenta de lisser ses cheveux bruns qui n'arrêtaient pas de tomber sur ses yeux. Émilie organisa ensuite son sac à dos usé, le dernier cadeau qu'elle avait reçu de sa mère. À l'intérieur, elle gardait ses trésors, quelques crayons trouvés sur les trottoirs, des pages blanches récupérées dans les poubelles et des bouts de cahiers jetés qui avaient encore des pages utilisables. Son estomac gargouilla, lui rappelant la faim. Émilie ouvrit un petit paquet contenant la moitié d'un petit pain qu'elle avait réussi à obtenir la veille. Un homme de la boulangerie lui laissait parfois quelque chose à la fin de la journée. Elle mangea lentement, savourant chaque morceau. Dans la rue, elle avait appris qu'il était important de faire durer la nourriture. Depuis 8 mois, Émilie vivait seule. Avant cela, elle et sa mère mendiaient ensemble au carrefour de la ville. Émilie se souvenait du doux sourire de sa mère, même les jours où presque personne ne s'arrêtait pour les aider. Elle se rappelait comment elles dormaient blotties l'une contre l'autre pour chasser le froid, comment elles partageaient chaque morceau de nourriture qu'elles parvenaient à obtenir. « Nous sommes riches d'autres manières, Émilie, disait sa mère quand son estomac grondait de faim. Puis vint la toux, puis la fièvre. Une nuit, Émilie dormit en serrant sa mère sous un pont autoroutier, et le lendemain matin, elle ne put la réveiller. Des gens passèrent, certains s'arrêtèrent, un homme en uniforme appela une ambulance, mais il était trop tard. Personne ne revint pour Émilie. La seule chose qui restait de ses jours, c'étaient les leçons. Même en vivant dans la rue, sa mère insistait sur l'importance d'apprendre. Lire, c'est comme avoir des ailes, Émilie, disait-elle les soirs, à la lueur de bougies trouvées, elle traçait des lettres dans la poussière ou sur des morceaux de carton. Avec des ailes, tu peux voler loin d'ici. C'est ainsi qu'Émilie apprit ses premières lettres. Sa mère n'a jamais dit comment elle savait si bien lire. C'était un mystère qu'Émilie portait en elle. Quand sa mère est décédée, elle a décidé de continuer à apprendre pour la garder près d'elle. Dans les poubelles derrière les écoles et les bibliothèques, Émilie trouvait de vrais trésors, des livres aux pages déchirées, des cahiers usagés, de vieux magazines. La nuit, sous les lampadaires, elle s'entraînait. Les lettres se transformaient en mots, les mots formaient des phrases, et un nouveau monde s'ouvrait. Rangeant soigneusement ses affaires dans son sac à dos, Émilie commença sa promenade matinale. Elle connaissait chaque ruelle, chaque raccourci de la ville. Elle savait où il était sûr de passer et où elle devait éviter. Elle savait quelle poubelle pouvait contenir de la bonne nourriture et quelle personne dans la rue ne présentait aucun danger. 15 minutes plus tard, elle atteignit sa destination préférée, l'école Saint-Thomas. Le bâtiment imposant se dressait derrière une haute clôture. Émilie trouva son endroit habituel, un coin caché derrière un arbre feuillu d'où elle pouvait voir le portail principal sans être remarquée. Elle s'assit et attendit, comme elle l'avait fait chaque matin depuis des mois. Bientôt, les premières voitures commencèrent à arriver, des véhicules larges et brillants, très différents des bus bondés qui offraient parfois un abri temporaire les jours de pluie. De l'intérieur sortaient des enfants en uniformes impeccables, chemises blanches, jupes ou pantalons bleu marine, chaussures sans la moindre éraflure. Ils portaient des sacs à dos colorés et des boîtes à lunch décorées de personnages qu'Émilie reconnaissait dans les magazines jetés. Émilie observait chaque détail. Comment les parents se penchaient pour donner des baisers d'adieu, comment les enfants couraient pour retrouver leurs amis, comment ils riaient et parlaient de choses qu'elles ne comprenaient pas entièrement. Certains enfants se plaignaient de devoir se lever tôt ou de faire leurs devoirs. Émilie ne comprenait pas comment on pouvait se plaindre de quelque chose de si précieux. « J'ai oublié de faire mes devoirs de maths », dit un garçon d'un air inquiet. « Aujourd'hui, on a cours d'art plastique », s'exclama une fille avec des tresses en sautillant. La cloche sonna, un son aigu qu'Émilie connaissait bien. Les enfants formèrent des lignes organisées et entrèrent dans le bâtiment. En quelques minutes, la cour fut vide et un silence différent s'installa. Émilie se rapprocha un peu de la clôture, ses petits doigts agrippant les barreaux froids. Elle ne pouvait pas voir à l'intérieur des salles de classe, mais son imagination créait le reste. Comment serait-ce de s'asseoir sur une vraie chaise, avec un bureau juste pour elle? Comment serait-ce d'avoir un cahier neuf, sans tache ni déchirure? Comment serait-ce de lever la main et de poser des questions quand elle ne comprenait pas quelque chose? Dans son esprit,
elle créait des images de salles colorées avec des cartes sur les murs et des livres sur des étagères. Elle imaginait une gentille maîtresse écrivant au tableau, expliquant des choses merveilleuses qu'elle ne connaissait pas encore. Elle s'imaginait se faire des amis, parler pendant la récréation, partager des goûters. « J'apprendrai vite », se chuchota TL. « Je sais que je le pourrai. » Les heures passèrent et Émilie resta là. Quand le soleil devint trop fort, elle changea de position, toujours attentive à ne pas être vue par les adultes qui patrouillaient parfois le périmètre de l'école. Au milieu de la journée, elle entendit une autre cloche. Bientôt, la cour se remplit à nouveau d'enfants qui couraient, jouaient, mangeaient des goûters qui semblaient délicieux. Émilie observait les groupes qui se formaient, les jeux qu'ils partageaient, les rires qui résonnaient dans l'air. Son regard était rêveur, silencieux. Il n'y avait ni envie ni amertume, juste un profond désir d'appartenir, de faire partie de ce monde qui semblait exister dans une autre dimension, séparé d'elle seulement par une clôture, mais aussi distant que les étoiles. Parfois, quand elle pensait que personne ne la regardait, Émilie sortait de son sac à dos un de ses cahiers trouvés et s'entraînait à ce qu'elle avait appris seule. Elle écrivait des lettres, des chiffres, copiait des mots de ses livres rafistolés. Elle utilisait le sol en terre comme tableau noir quand le papier manquait. Une fois, elle avait trouvé dans une poubelle un livre de mathématiques presque complet. Il lui fallut des semaines pour déchiffrer les problèmes, comptant sur ses doigts, dessinant sur le sol pour comprendre. Quand elle a finalement résolu sa première addition à 2 chiffres, elle a ressenti une immense joie. L'après-midi, à la fin des cours, Émilie observait la sortie. Les enfants couraient dans les bras de leurs parents, montraient des feuilles avec des étoiles dorées, parlaient avec animation de leur journée. Émilie attendait que tout le monde soit parti avant de sortir de sa cachette. Sur le chemin du retour vers son abri, elle ramassait tout ce qui pouvait être utile, un crayon oublié, une feuille tombée, un morceau de craie jeté. De petits trésors pour continuer ses études solitaires. Cette nuit-là, comme toutes les autres, Émilie s'assit sous la faible lumière d'un lampadaire. Elle ouvrit un livre de contes auquel il manquait des pages, qu'elle avait trouvé récemment. Elle lisait à voix haute, imaginant ce que ce serait d'entendre ces histoires de la voix d'une maîtresse, entourée d'autres enfants. Quand le sommeil vint, Émilie rangea ses affaires dans son sac à dos et le serra contre sa poitrine. Elle s'enveloppa dans sa fine couverture, allongée sur le carton qui la séparait du sol froid. « Demain, murmura-t-elle comme chaque soir, demain sera peut-être différent. » Et elle s'endormit, petite silhouette solitaire sous le ciel étoilé, rêvant d'un monde de l'autre côté de la clôture. La matinée commença comme toutes les autres pour Émilie. Le petit déjeuner était une demi-pomme trouvée dans la poubelle d'un parc et le reste du pain de la veille. Après avoir rangé ses quelques affaires, elle entama sa marche quotidienne vers l'école Saint-Thomas. Quelque chose semblait différent ce matin-là. Le ciel était d'un bleu particulièrement pur, sans nuages, et une douce brise faisait danser les feuilles des arbres. Émilie suivit son chemin habituel, mais ses pas étaient plus légers, comme si quelque chose la tirait en avant. En arrivant à l'école, Émilie retrouva son poste habituel derrière l'arbre. Les voitures se garèrent, les enfants entrèrent comme tous les jours. La cloche sonna, la cour de récréation se vida. Mais aujourd'hui, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une petite ouverture dans le jardin latéral, là où la clôture était plus basse et partiellement couverte par des buissons en fleurs. Émilie regarda autour d'elle. Aucun adulte en vue. Le gardien de sécurité qui patrouillait habituellement le périmètre était occupé à aider à décharger des cartons à l'entrée principale. C'était maintenant ou jamais. Le cœur battant, Émilie s'approcha de l'ouverture. Elle s'accroupit et se glissa avec précaution à travers les buissons. Ses cheveux s'accrochèrent à quelques branches, mais cela ne la dérangea pas. En quelques secondes, elle était de l'autre côté, à l'intérieur de l'école pour la première fois. Le jardin était encore plus beau de l'intérieur. Des fleurs colorées dans des parterres bien entretenus, des arbres offrant une ombre fraîche, l'herbe si verte et si douce sous ses pieds nus. Émilie resta immobile un instant, juste pour sentir. C'était comme entrer dans l'un des mondes magiques des livres qu'elle trouvait. Le son d'un sanglot brisa l'enchantement. Émilie se tourna vers le bruit. Sur un banc en bois, partiellement caché par un buisson, une fille de son âge était assise. Elle portait l'uniforme de l'école, chemise blanche, jupe bleu marine, et avait des cheveux blonds attachés en 2 tresses parfaites. Elle tenait un cahier ouvert et avait l'air frustrée. Émilie hésita. Devait-elle se cacher, retourner de son côté de la clôture? Mais quelque chose dans l'expression de la jeune fille la poussa à s'approcher. D'un pas silencieux, Émilie s'approcha suffisamment pour voir ce que la fille regardait avec une telle concentration.
C'était une feuille de calcul, de simples additions, du genre de celles qu'Émilie avait apprises dans un des cahiers jetés qu'elle avait trouvés. La fille leva les yeux, surprise de remarquer la présence d'Émilie. Pendant un instant, elles se contentèrent de se regarder, deux fillettes de 5 ans si différentes et pourtant si semblables. « Qui es-tu » demanda la fille en essuyant rapidement une larme. « Je ne t'ai pas vue dans notre classe. » Émilie déglutit. Devait-elle s'enfuir? Mais ses yeux bleus ne montraient ni peur ni colère, juste de la curiosité. « Je m'appelle Émilie, » répondit-elle d'une voix basse. « Je n'étudie pas ici. » La fille fronça les sourcils, confuse. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tes vêtements sont-ils si sales? » Émilie baissa les yeux sur sa robe délavée, soudain consciente des taches et des petites déchirures. Elle sentit son visage rougir de honte. « Je voulais juste voir à quoi ressemblait une école de l'intérieur, » murmura-t-elle, faisant un pas en arrière, prête à courir. « Attends, » dit la fille. « Je suis désolée, je ne voulais pas être impolie. Je m'appelle Sophie. » Émilie s'arrêta. Sophie sourit timidement et tapota la place vide à côté d'elle sur le banc. « Tu veux t'asseoir? J'essaie de faire ses devoirs, mais c'est vraiment difficile. La maîtresse sera fâchée si je ne finis pas. » Émilie s'approcha prudemment et s'assit sur le bord du banc. Elle jeta un œil au cahier de Sophie. 3 + 5 = était écrit sur la première ligne. Sophie avait fait plusieurs bâtons à côté, essayant de compter. « Je peux t'aider » proposa Émilie. « Je sais faire les additions. » Sophie parut surprise. « Vraiment? Mais tu n'étudies pas ici. » Émilie sourit pour la première fois. « Je n'ai pas besoin d'étudier ici pour savoir. Je peux te montrer ?» Sophie poussa le cahier vers Émilie, qui prit délicatement le crayon comme si c'était quelque chose de précieux. « Regarde, c'est comme ça » expliqua Émilie. « Tu as 3 doigts ici, n'est-ce pas ?» Elle leva 3 doigts de sa main gauche. « Et 5 de plus ici. » Elle leva tous les doigts de sa main droite. « Maintenant, compte-les tous ensemble. » Sophie compta ses doigts un par un. « 1, 2, 3, continua-t-elle jusqu'au dernier doigt. « 8. La réponse est 8. » « C'est ça, » sourit Émilie. « Maintenant, essaie le suivant toute seule. » Sophie regarda le problème suivant, 4 + 2. Elle leva 4 doigts d'une main et 2 de l'autre, comptant à voix haute, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Tu vois, tu y arrives, l'encouragea Émilie. Les yeux de Sophie pétillaient. Rapidement, elle résolut les problèmes suivants avec l'aide de ses doigts, s'exclamant joyeusement à chaque fois qu'elle trouvait la réponse. « Comment as-tu appris ça ?» demanda Sophie, vraiment curieuse. « Tu es si intelligente. » Émilie hésita. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était intelligente, à part sa mère. « J'ai appris toute seule, avec des livres que je trouve. » Toute seule? Sans professeur? Sophie semblait stupéfaite. « Je n'y arriverai jamais. Tu dois être comme ces enfants génies à la télé. » Émilie rit, un son doux qu'elle s'entendait rarement faire. « Je ne suis pas un génie. J'aime juste apprendre. » Les deux continuèrent à parler. Sophie lui parla de sa maîtresse, de ses camarades de classe, des cours de musique qu'elle adorait. Émilie écoutait avec fascination, absorbant chaque détail de ce monde qu'elle ne connaissait qu'à travers la clôture. « Où habites-tu » demanda finalement Sophie. Émilie détourna le regard. « Par ici, par là. »« Par où ?»« Dans des endroits différents. Ça dépend de la nuit. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas de maison ?» Avant qu'Émilie ne puisse répondre, elles entendirent des bruits de pas s'approcher. Une femme en uniforme scolaire apparut au coin du jardin. Quand elle vit Émilie, son expression changea. « Qui es-tu? Comment es-tu entrée ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme en s'approchant rapidement. Émilie se leva d'un bond, prête à courir, mais Sophie lui tint la main. « C'est mon amie, Madame Peterson » expliqua Sophie. « Elle m'a aidé avec les maths. » L'employé regarda Émilie de haut en bas, remarquant ses vêtements usés et ses pieds nus. « Cette zone est réservée aux élèves et au personnel. Je vais devoir vous demander de m'accompagner au bureau du directeur. » La panique envahit la poitrine d'Émilie. Le bureau du directeur signifiait des ennuis, les ennuis signifiaient la police, et la police signifiait, elle ne voulait même pas y penser. « S'il vous plaît, elle ne faisait que m'aider » insista Sophie, tenant toujours la main d'Émilie. « J'en suis sûre, ma chère, mais il y a des règles. Y a-t-il un problème ici ?» Une nouvelle voix se joignit à la conversation. «
Un homme grand en costume sombre avec des cheveux bruns s'approcha du groupe. Ses yeux, remarqua Émilie, étaient identiques à ceux de Sophie. Monsieur Miller, salua l'employé. Je réglais justement une situation. Cette jeune fille est entrée sur la propriété de l'école sans autorisation. Papa, s'exclama Sophie en courant pour serrer l'homme dans ses bras. Voici ma nouvelle amie, Émilie. Elle est super intelligente, elle m'a appris à faire les additions sur mes doigts. Monsieur Miller, David, regarda Émilie avec curiosité. Son regard balaya ses vêtements usés, ses cheveux en désordre, ses pieds nus. Mais contrairement à beaucoup d'adultes qu'Émilie avait rencontrés dans la rue, son regard ne contenait ni dégoût ni mépris, seulement une douce curiosité. « Ah oui ?» demanda-t-il en se penchant à la hauteur de sa fille. « C'est merveilleux que tu aies trouvé une si bonne professeure. » L'employé se racla la gorge. « Monsieur Miller, même ainsi, nous devons suivre le protocole. Nous ne savons pas comment elle est entrée. »« C'est bon » l'interrompit David avec un sourire poli. « Je m'en occupe. » Madame Peterson parut incertaine. « Vous êtes sûr ? Elle n'est clairement pas une élève et nous devons… » « J'en suis sûr, » affirma fermement David, toujours souriant. « J'assume l'entière responsabilité. Merci de votre sollicitude, Madame Peterson. » L'employé hésita encore un moment, puis hocha la tête et s'éloigna, non sans jeter un dernier regard suspicieux à Émilie. David se tourna vers Émilie, qui restait immobile, prête à fuir au moindre signe de danger. « Alors, c'est vous la fameuse Émilie » dit-il en lui tendant la main comme s'il s'adressait à une adulte. « Je suis David, le père de Sophie. Merci d'avoir aidé ma fille. » Émilie regarda la main tendue avec méfiance. Après un moment, elle la serra brièvement. « Ce n'était rien, murmura-t-elle. »« Papa, » dit Sophie, « on peut emmener Émilie prendre un goûter, s'il te plaît ? Elle m'a tellement aidé. » David regarda sa montre, puis sa fille, et enfin Émilie, dont l'estomac choisit ce moment pour gargouiller bruyamment. « Tu sais quoi, c'est une excellente idée, » dit-il avec un sourire. « Sophie, tu as fini tes devoirs ? » « Oui, Émilie m'a tout appris. »« Alors allons-y. » David ramassa le sac à dos de sa fille. « Je connais un super restaurant tout près. » Émilie resta immobile, ne comprenant pas. « Je peux partir. Je ne veux pas causer de problème. »« Quel problème ?» demanda doucement David. « Sophie a fini ses devoirs, tu l'as aidée, et un goûter est une bonne façon de te remercier. Qu'en penses-tu » Sophie prit la main d'Émilie. « S'il te plaît, viens. Ils ont les meilleurs milkshakes du monde. » Émilie regarda Sophie, puis David. Quelque chose dans ses yeux bienveillants la fit se détendre un peu. « D'accord, » accepta-t-elle à voix basse. « Merci. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le portail, ils croisèrent d'autres membres du personnel qui regardaient curieusement Émilie. Un gardien de sécurité s'approcha. « Monsieur Miller, cette fille n'est pas une élève. Comment est-elle entrée ?»« Ne vous inquiétez pas, Karl, » répondit calmement David. « Elle est avec moi et Sophie. Nous partons. »« Mais monsieur, nous ne l'avons pas vue entrer. »« C'est bon, » répéta fermement David. « Je m'en occupe. » Le gardien hésita, puis hocha la tête et leur ouvrit le portail. Le restaurant n'était qu'à 2 rues de l'école. C'était un endroit joyeux avec des banquettes rouges et un jukebox jouant une musique douce. Émilie regardait tout avec de grands yeux. Elle n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci. David choisit une table près de la fenêtre et aida les filles à s'asseoir. Une serveuse souriante s'approcha. « Salut Monsieur Miller. »« Et bonjour Sophie. Qui est ta petite amie ?»« C'est Émilie, » répondit Sophie avec enthousiasme. « C'est ma nouvelle amie et elle est super intelligente. »« Enchantée de te rencontrer, Émilie, » sourit la serveuse. « Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ?»« La même chose que d'habitude pour Sophie et moi, » dit David. « Et pour toi, Émilie, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Émilie regarda le menu avec des images colorées, ne sachant que choisir. Tout avait l'air merveilleux. « N'importe quoi, c'est bien, » balbutia-t-elle. « Que dirais-tu d'un hamburger avec des frites et un milkshake au chocolat ? C'est le préféré de Sophie. » Émilie hocha la tête, incapable de croire à sa chance. Pendant qu'ils attendaient leur nourriture, Sophie parla sans arrêt de l'école, de ses amis, de ses cours préférés. Émilie écoutait, fascinée, posant occasionnellement des questions. David observait leur interaction, impressionné par l'intelligence et la maturité d'Émilie dans ses commentaires. Quand la nourriture arriva, les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais vu un hamburger aussi gros ni des frites aussi dorées.
Le milkshake, surmonté de crème fouettée et d'une cerise, semblait sorti d'un de ces livres illustrés qu'elle trouvait parfois. « Vas-y, serre-toi », l'encouragea David, remarquant son hésitation. « Tout va bien. » Émilie prit délicatement le hamburger et en prit une petite bouchée. La saveur explosa dans sa bouche et elle ne put s'empêcher de faire un petit bruit de plaisir. « C'est bon, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, déjà avec du ketchup sur le menton. Émilie hocha la tête, incapable de parler alors qu'elle savourait chaque bouchée. « Alors, Émilie, » commença David après qu'elle eut mangé un peu. « Sophie m'a dit que tu l'avais aidée avec les maths. Où as-tu appris à faire des additions si bien ?» Émilie prit une gorgée de son milkshake avant de répondre. « Ma maman m'a appris un peu. Le reste, je l'ai appris toute seule. » Toute seule, David semblait vraiment impressionné. « Comment ? » Je trouve des livres et des cahiers que les gens jettent. Je lis et je m'entraîne. David échangea un regard rapide avec Sophie, qui observait la conversation avec intérêt. « Et ta mère, elle ne continue pas à t'apprendre ?» Le visage d'Émilie s'assombrit. « Elle est morte il y a 8 mois. » Un silence s'installa à la table. Sophie regarda Émilie avec de grands yeux. « Je suis vraiment désolé, » dit sincèrement David. « Et ton père ? » ? « Jamais connu. » « Avec qui vis-tu, alors ?» Émilie haussa les épaules. « Seule. » « Seule ?» David se pencha en avant, l'inquiétude évidente sur son visage. « Tu veux dire que tu vis dans la rue ?» Émilie hocha la tête, mordant dans une frite. Il n'y avait aucune honte dans sa réponse, juste l'acceptation d'un fait. « Mais tu es si petite, » murmura Sophie, l'air triste pour la première fois. « Tu n'as pas peur ?»« Parfois, » admit Émilie. « Mais j'ai appris où il est sûr de dormir et où trouver de la nourriture. Ce n'est pas si mal. » David semblait traiter l'information, passant une main dans ses cheveux dans un geste de trouble. « Émilie, comment es-tu entrée dans l'école aujourd'hui ? » « Par le jardin. J'ai vu une ouverture dans la clôture. Je suis désolée, je sais que je n'aurais pas dû. » Elle baissa les yeux. « Je voulais juste voir comment c'était à l'intérieur. Chaque jour, je regarde à travers la clôture. »« Tu viens tous les jours regarder l'école ?» demanda David, surpris. Émilie hocha la tête. « J'aime voir les enfants apprendre. J'imagine ce que ce serait d'être là. » Sophie posa sa main sur celle d'Émilie. « Tu peux venir étudier avec moi. N'est-ce pas, papa ?» David sourit tristement. « Ce n'est pas si simple, ma chérie. Mais... » Il regarda Émilie avec curiosité. « Aimerais-tu étudier là-bas, Émilie ?» Les yeux d'Émilie pétillèrent. « Plus que tout, » répondit-elle avec une sincérité totale. « Plus que tout au monde. » Les filles finirent de manger, Émilie savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. Quand l'assiette fut vide, elle s'essuya soigneusement les mains sur la serviette, imitant les gestes qu'elle avait vu faire à Sophie. « Merci pour le goûter, » dit-elle poliment en regardant David dans les yeux. « C'était très gentil de votre part. » David sourit, touché par la politesse de la petite fille. « C'était un plaisir, Émilie. Et merci d'avoir aidé Sophie avec ses devoirs. » Émilie fit un petit sourire, ajusta son sac à dos usé et se leva. « Je dois y aller maintenant. »« Tu dois vraiment partir ?» demanda Sophie, déçue. « On pourrait jouer encore. » Émilie hésita, regardant David. « Peut-être un autre jour, » répondit-elle doucement. David se leva aussi, laissant quelques billets sur la table. « Je peux te raccompagner, eh bien, où que tu veuilles aller. » Émilie secoua la tête. « Vous n'êtes pas obligé. Je connais le chemin. »« On se reverra ?» demanda Sophie, pleine d'espoir. Émilie regarda la fille aux tresses parfaites et aux vêtements propres, si différente d'elle, mais qui était devenue en quelque sorte son amie pour un bref instant. « Peut-être, » répondit-elle avec un petit sourire. Avec un dernier merci, Émilie se tourna et quitta le restaurant. David et Sophie la regardèrent par la fenêtre alors qu'elle marchait sur le trottoir, une petite silhouette solitaire qui disparut bientôt dans la foule. David resta silencieux, regardant l'endroit où Émilie avait disparu, son visage reflétant un mélange d'émotions que Sophie ne comprenait pas entièrement. Après un moment, il prit une profonde inspiration et prit la main de sa fille. « Allons-y, princesse. Il est temps de rentrer. » Pendant ce temps, Émilie marchait dans les rues familières, ses pas plus légers qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le goût du hamburger et du milkshake persistait encore dans sa bouche, et plus doux encore était le souvenir d'avoir été traité pendant quelques heures comme n'importe quel autre enfant normal. « Juste pour aujourd'hui, » se murmura-t-elle, un petit sourire aux lèvres. Aujourd'hui était différent.
La maison des Miller se trouvait dans un quartier calme, avec des rues bordées d'arbres et des jardins bien entretenus. C'était une résidence de 2 étages avec de grandes fenêtres et une balançoire dans le jardin arrière. L'endroit parfait pour élever un enfant, pensa David en l'achetant après la mort de sa femme, Claire, 3 ans plus tôt. Ce soir-là, après la rencontre inattendue avec Emily, David rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Normalement, il travaillait tard au cabinet d'avocat où il était associé, arrivant à la maison quand Sophie était presque endormie. Mais aujourd'hui, quelque chose le poussa à partir à 18h précises, annulant sa dernière réunion. Sophie était dans le salon, jouant avec des poupées sous la surveillance de Madame Peterson, la nounou qui s'occupait d'elle après l'école. Quand elle vit son père entrer, la fillette courut vers lui avec un grand sourire. « Papa, tu es rentré tôt. » David la souleva, la fit tourner une fois avant de la reposer. Le rire de Sophie était toujours le meilleur remède après une longue journée. « J'ai pensé qu'on pourrait dîner ensemble ce soir, » dit-il en desserrant sa cravate. « Ça te dit ? Cool. Je peux choisir ce qu'on mange ? » demanda Sophie en sautillant autour de lui. « Bien sûr, princesse. Qu'est-ce que tu veux ? » Des spaghettis avec des boulettes de viande. Excellent choix. Après avoir congédié Madame Peterson, David prit une douche rapide et troqua son costume contre des vêtements plus confortables. Dans la cuisine, lui et Sophie travaillèrent ensemble pour préparer le dîner. Il s'occupa de la sauce et des boulettes de viande pendant qu'elle mettait la table, plaçant les couverts avec la précision de quelqu'un chargé d'une mission importante. Pendant le dîner, Sophie raconta sa journée à l'école, le cours de musique où elle jouait du xylophone, le dessin qu'elle avait fait en cours d'art plastique, le garçon qui avait mis un verre sur le bureau de la maîtresse. David écoutait attentivement, posant des questions et riant des histoires. Mais il remarqua que quelque chose semblait distraire sa fille. Après avoir fini de raconter la sortie de classe au zoo la semaine suivante, Sophie se tut soudainement, jouant avec les spaghettis dans son assiette. « Tout va bien, ma chérie ? » demanda David. Sophie leva les yeux, son expression sérieuse, chose rare pour la fillette habituellement si animée. « Papa, où penses-tu qu'Emily est en ce moment ?» La question prit David par surprise. Il ne s'attendait pas à ce que sa fille pense encore à la fillette qu'ils avaient rencontrée plus tôt. « Je ne suis pas sûr, Sophie. Elle a dit qu'elle vivait dans la rue. Ça veut dire qu'elle n'a pas de lit, ni de jouets, ni personne pour lui lire des histoires avant de dormir, » continua Sophie, sa voix petite. David sentit un pincement au cœur. Il avait expliqué à Sophie en termes simples ce que signifiait être sans abri, mais il semblait que ce n'est que maintenant que la réalité de la chose frappait la fillette. « Probablement pas, ma chérie. Emily n'a pas les mêmes choses que nous. » Sophie fronça les sourcils, semblant traiter l'information. « Mais elle est si intelligente, papa. Elle m'a mieux appris les maths que la maîtresse. Et elle a été gentille avec moi, même si elle ne me connaissait pas. Oui, elle a l'air d'être une fille très spéciale, » approuva David, se souvenant de la maturité avec laquelle Emily avait parlé, de la politesse avec laquelle elle l'avait remercié pour le goûter, de la manière patiente dont elle avait enseigné à Sophie. « Ce n'est pas juste, » déclara soudainement Sophie, posant sa fourchette sur la table avec une force surprenante pour une enfant de 5 ans. « Ce n'est pas juste qu'elle n'ait pas de maison et que nous en ayons une si grande. » David regarda sa fille, surpris par l'indignation dans sa voix. « La vie n'est pas toujours juste, Sophie. Mais on peut faire quelque chose pour l'aider, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent à cette possibilité. « On a cette chambre vide, et plein de jouets que je n'utilise même plus. Et tu dis toujours qu'il faut aider ceux qui sont dans le besoin. » David sourit légèrement. C'était quelque chose que Claire disait toujours, l'importance d'aider les autres quand on a des privilèges. C'était réconfortant de voir que Sophie avait absorbé cette valeur, même à un si jeune âge. « Aider les autres est important, oui, » acquiesça-t-il. « Alors on peut aider Emily, » insista Sophie. « On peut lui donner de la nourriture et des vêtements, et peut-être qu'elle pourrait venir vivre avec nous. » David faillit s'étouffer avec le vin qu'il buvait. « Sophie, ce n'est pas si simple. Il y a des lois, des procédures. On ne peut pas simplement amener un enfant vivre avec nous. » Pourquoi pas ? La logique enfantine défiait les complexités du monde adulte. Elle n'a personne, nous avons de la place, et j'ai toujours voulu une sœur. David prit une profonde inspiration. Comment expliquer les complexités légales et sociales à une enfant de 5 ans ? Comment parler des services de protection de l'enfance, des processus d'adoption, des vérifications d'antécédents et de toutes les autres complications bureaucratiques ? Il y a des gens dont le travail est d'aider les enfants comme Emily, commença-t-il.
des travailleurs sociaux, des institutions. Mais elle a dit qu'elle n'aime pas quand les adultes lui disent quoi faire et puis disparaissent, lui rappela Sophie. Tu te souviens, elle a dit ça? Elle ne fait pas confiance aux adultes. David s'en souvenait clairement. La phrase était restée dans son esprit, ainsi que l'expression résignée sur le visage d'Émilie lorsqu'elle l'avait prononcée. Un enfant de 5 ans ne devrait pas connaître ce genre de méfiance. Je me souviens, oui. Et si elle ne veut pas aller dans ces institutions? Et si elles ne sont pas aussi gentilles que toi? David n'avait pas de réponse à cela. La vérité était que le système d'accueil pour les enfants abandonnés était loin d'être parfait. Il connaissait bien cette réalité de par son travail d'avocat. Il avait traité des cas impliquant le système d'adoption et était conscient des failles, des longues attentes, des institutions surpeuplées. « Papa » continua Sophie alors qu'il ne répondait pas. « Maman voudrait aider Émilie. Elle aidait toujours tout le monde. » La mention de Claire frappa David comme un coup de poing à l'estomac. C'était vrai. Sa défunte femme avait un cœur immense et était toujours impliquée dans des causes sociales. Elle n'hésiterait pas à aider quelqu'un comme Émilie. « Ta mère avait un cœur très bon », approuva-t-il doucement. « Tout comme le tien, » dit Sophie avec une simplicité enfantine. « Tu as un cœur bon aussi, papa. C'est pour ça que je sais qu'on va aider Émilie. » Quelque chose s'agita en David, une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il regarda sa fille, si petite et pourtant si sage à sa manière. La conviction dans ses yeux, si semblable à celle de Claire, était impossible à ignorer. « On va réfléchir à quelque chose, d'accord ?» dit-il finalement. « Peut-être qu'on peut commencer par lui apporter de la nourriture et des vêtements, si on la retrouve. » Le visage de Sophie s'illumina. « On peut la chercher demain? S'il te plaît, papa ?» David pensa à son emploi du temps chargé, à ses réunions réservées, à ses délais serrés. « J'ai beaucoup de travail demain, Sophie ?» Le sourire de la fillette disparut. « Mais Émilie a peut-être froid, ou faim. » Les mots simples de Sophie pesaient plus que n'importe quel argument élaboré. David sentit quelque chose changer en lui, une décision se formant sans qu'il s'en rende pleinement compte. « Je verrai ce que je peux faire, » répondit-il, se surprenant lui-même. Plus tard, après avoir mis Sophie au lit et lui avoir lu son histoire préférée, David s'assit dans son bureau avec un verre de whisky. Sur le mur, une photo de Claire tenant Sophie nouveau-née, son visage rayonnant de bonheur. « Qu'est-ce que tu ferais, Claire ?» murmura-t-il à l'image silencieuse. Une fillette de 5 ans vivant dans la rue. Il n'y eut pas de réponse, bien sûr, mais dans son cœur, David savait ce que Claire dirait. Elle suivait toujours sa boussole morale, même quand le chemin n'était pas le plus facile. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur les lois de protection de l'enfance, les processus de placement familial temporaire et les exigences en matière d'adoption. Les heures passèrent alors qu'il absorbait des informations, envisageait des possibilités, pesait des options. Quelque part dans la ville, Émilie était probablement blottie dans son abri de fortune, seule sous le ciel étoilé. La pensée lui serra l'estomac. Avant de se coucher, David envoya un message à sa secrétaire, « Je dois reporter les rendez-vous de demain matin. Affaire familiale urgente. » La graine que Sophie avait plantée commençait tranquillement à germer. La matinée arriva, nuageuse et froide. David déposa Sophie à l'école plus tôt que d'habitude, avec une boîte à lunch spécialement garnie de sandwichs supplémentaires et d'un jus en plus. « C'est pourquoi tout ça, papa ?» demanda Sophie, curieuse. « On ne sait jamais qui pourrait avoir faim, » répondit-il avec un clin d'œil. Sophie sourit, comprenant immédiatement. « Tu vas chercher Émilie aujourd'hui ?» David hocha la tête. « Je vais essayer. Je ne sais pas si je la trouverai, mais je ferai de mon mieux. »« Tu la trouveras, » affirma Sophie avec la confiance absolue que seuls les enfants possèdent. « Et quand tu le feras, dis-lui que j'ai gardé ma robe bleue pour elle. C'est ma préférée, mais je pense qu'elle sera jolie sur elle. » David sentit une chaleur dans sa poitrine en entendant la générosité spontanée de sa fille. « Je lui dirai. Maintenant, vas-y, la maîtresse attend. » Après avoir regardé Sophie entrer dans l'école, David ne se rendit pas au bureau comme d'habitude. Au lieu de cela, il se dirigea vers la périphérie de la zone où ils avaient trouvé Émilie. Il gara sa voiture et commença à marcher, observant attentivement les parcs, les ruelles, les auvents, tout endroit où un petit enfant pourrait s'abriter. Les heures passèrent sans succès. David demanda aux commerçants locaux s'ils avaient vu une petite fille aux cheveux bruns, généralement seule. Certains secouèrent la tête négativement, d'autres mentionnèrent avoir vu un tel enfant de temps en temps, mais personne ne savait où la trouver. À midi, David était frustré et inquiet.
Et s'il ne la trouvait pas? Et si quelque chose lui était arrivé? La ville était grande et dangereuse pour un enfant seul. C'est alors qu'il décida de retourner là où tout avait commencé, les abords de l'école. Peut-être qu'Émilie était à sa place habituelle, observant les enfants à travers la clôture. Mais elle n'était pas là. Le petit coin derrière l'arbre d'où elle avait l'habitude de regarder était vide. David élargit sa recherche, marchant dans les rues adjacentes. C'est dans une ruelle étroite, derrière une boulangerie, qu'il la trouva enfin. Émilie dormait, recroquevillée entre des boîtes en carton stratégiquement empilées, formant une sorte d'abri de fortune. Son sac à dos usé lui servait d'oreiller et elle était couverte d'une fine couverture délavée. Même endormie, son visage conservait une expression alerte, comme prête à se réveiller et à fuir au moindre signe de danger. David s'approcha prudemment, ne voulant pas l'effrayer. Il s'accroupit à une distance sûre. « Émilie » appela-t-il doucement. « Émilie, c'est David, le père de Sophie. » Les yeux de la fillette s'ouvrirent instantanément, grands de peur. En reconnaissant David, son expression passa à la surprise, puis à la méfiance. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle en se redressant rapidement et en lissant sa robe froissée. « Je te cherchais » répondit honnêtement David. Sophie et moi étions inquiets. Émilie fronça les sourcils, confuse. « Inquiet? Pourquoi » La question surprit David. L'idée que personne ne s'était inquiété pour elle depuis si longtemps que le concept lui paraissait étrange lui brisa le cœur. « Parce que nous tenons à toi, dit-il simplement. Et nous voulions nous assurer que tu allais bien. » Émilie le regarda en silence, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme complexe. « Je vais bien, dit-elle finalement, mais sa petite voix trahissait cette affirmation. David remarqua qu'elle tremblait légèrement dans l'air froid du matin. Sa robe, la même que la veille, avait de nouvelles taches et ses pieds nus étaient sales. « Émilie, » commença David en choisissant ses mots avec soin, « Sophie et moi aimerions t'inviter à rester avec nous pendant un certain temps. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Rester chez vous ? » ?»« Oui, nous avons une chambre d'amis. Tu aurais un lit confortable, de la nourriture chaude, des vêtements propres, et Sophie serait très heureuse d'avoir ta compagnie. » Émilie avait l'air méfiante, comme si elle s'attendait à un piège. « Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous ça ? » « Parce que personne ne devrait vivre comme ça, surtout un enfant intelligent comme toi, » répondit sincèrement David. « Et parce que Sophie et moi serions heureux de t'aider. » Émilie resta silencieuse un long moment, pensive. « Ce ne serait pas pour toujours, » dit-elle finalement. « Les adultes disent toujours qu'ils vont t'aider, mais ensuite ils changent d'avis. » La maturité cynique dans sa voix était douloureuse à entendre. « Je ne peux pas promettre l'éternité pour l'instant, » répondit honnêtement David. « Mais je peux promettre que pendant que tu seras avec nous, tu seras traité avec respect et attention, et que nous ne prendrons aucune décision à ton sujet sans t'en parler d'abord. » Émilie sembla considérer l'offre, le conflit évident sur son jeune visage. Le désir de sécurité luttait contre la peur de faire confiance et d'être à nouveau déçue. « Je peux apporter mes livres » demanda-t-elle finalement en désignant son sac à dos. David sourit, ressentant une vague de soulagement. « C'est la première chose que tu apporteras » l'assura-t-il. Toujours hésitante, Émilie commença à rassembler ses quelques affaires, les rangeant soigneusement dans son sac à dos. David remarqua qu'en plus des livres, elle n'avait que quelques vêtements, tous dans un état similaire à la robe qu'elle portait. Sur le chemin de la voiture, Émilie marchait un peu derrière David, comme si elle était encore prête à fuir si nécessaire. Mais quand il lui ouvrit la portière, la fillette monta sans protester. « Maintenant, nous allons chercher Sophie à l'école, » expliqua David. « Elle sera très heureuse de te voir. » À l'école, Sophie attendait dans la cour de récréation avec les autres enfants. Quand elle vit la voiture de son père, elle courut vers elle. Puis elle remarqua Émilie sur le siège passager et ses yeux s'écarquillèrent de joie. « Émilie !» s'exclama-t-elle en sautant d'excitation. « Papa t'a trouvé. Tu viens chez nous ?» Émilie regarda David, qui hocha la tête pour l'encourager. « Pour l'instant, » répondit prudemment Émilie. « Trop cool. » Sophie serra les jambes de son père dans ses bras. « Merci, papa. » Le trajet jusqu'à la maison fut rempli des bavardages animés de Sophie, qui racontait à Émilie sa chambre, ses jouets, les livres qu'ils pourraient lire ensemble. Émilie répondait par monosyllabes, essayant encore de traiter le changement soudain dans sa situation. La maison des Miller était plus grande que n'importe quel endroit où Émilie avait jamais été. Elle s'arrêta à l'entrée, intimidée par les escaliers en bois poli, les tableaux au mur, le sentiment de confort et de permanence qui émanait de chaque recoin.
Viens, je vais te montrer la salle de bain, proposa Sophie en prenant la main d'Émilie. Papa a dit que tu pouvais prendre un bain chaud pendant qu'il prépare le déjeuner. Le bain fut une révélation pour Émilie. L'eau chaude, le savon parfumé, les serviettes douces, de simples luxes qu'elle n'avait pas connus depuis des mois. Quand elle eut fini, elle trouva des vêtements propres pliés sur un tabouret, une robe de Sophie, des chaussettes douces et même des sous-vêtements neufs, encore avec l'étiquette. Habillée et les cheveux encore humides, Émilie suivit l'odeur de la nourriture jusqu'à la cuisine. David préparait des sandwichs et une soupe qui lui fit gargouiller l'estomac. « Juste à temps », sourit-il. « J'espère que tu aimes la soupe à la tomate. » Pendant le déjeuner, Émilie mangea lentement, savourant chaque cuillerée. Sophie parla sans arrêt, expliquant la routine de la maison, les règles, peu nombreuses, nota Émilie avec soulagement, et tous les plans qu'elle avait pour elle deux. « Et ensuite, on pourra étudier ensemble », conclut Sophie avec enthousiasme. « Tu pourras m'aider à nouveau avec les maths. » Après le déjeuner, Sophie emmena Émilie dans la chambre d'amis, désormais temporairement la sienne. C'était une pièce simple mais confortable, avec un lit simple recouvert d'une couette bleue, un petit bureau et une armoire. « Papa a dit qu'on pouvait la décorer comme tu veux », expliqua Sophie. « On peut faire des dessins à mettre sur le mur ?» Émilie toucha la couette douce, n'y croyant toujours pas tout à fait. « Je n'ai jamais eu de chambre rien qu'à moi », avoua-t-elle à voix basse. « Qui » sourit Sophie. « Et regarde, j'ai mis de côté certains de mes jouets et livres pour toi. On peut partager. » Sur le bureau se trouvait une petite pile de livres pour enfants, quelques jouets et un nouvel ensemble de crayons de couleur. « C'est pour moi ?» demanda Émilie, la voix étranglée. « Bien sûr. Et il y en a d'autres dans ma chambre, on pourra se les prêter. » Les filles passèrent l'après-midi ensemble. Sophie lui montra sa collection de livres et fut impressionnée quand Émilie lut à voix haute avec une fluidité surprenante pour son âge. Ensuite, elles s'assirent à la table de la cuisine pour faire les devoirs de Sophie, Émilie expliquant patiemment les problèmes de mathématiques. David observait l'interaction entre les deux avec un sourire, remarquant comment Émilie s'épanouissait visiblement d'heure en heure. Son dos moins tendu, son visage plus détendu, même un petit sourire apparaissant occasionnellement. Ce soir-là, après le dîner, David les trouva toutes les deux dans la chambre d'Émilie. Sophie était déjà en pyjama, assise sur le lit à côté d'Émilie, qui lisait une histoire à voix haute. « Au lit, Sophie, dit-il doucement. »« Mais l'histoire est au meilleur moment. » protesta Sophie. « Vous pourrez continuer demain. Émilie a besoin de se reposer aussi. » Après que Sophie fut finalement partie dans sa propre chambre, David revint voir Émilie. La fillette était assise sur le bord du lit, toujours entièrement habillée, comme si elle ne savait pas trop quoi faire. « Tout va bien ?» demanda David. Émilie hocha lentement la tête. « C'est étrange, dit-elle. Un si grand lit juste pour moi. » David sourit doucement. « Tu t'y habitueras, l'assura-t-il. Il y a un pyjama dans le tiroir, et si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est la dernière au bout du couloir. » Émilie le regarda, les yeux grands et sérieux. « Pourquoi faites-vous tout ça, vraiment ?» David réfléchit un instant à la question. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit-il simplement. « Et parce que tu mérites un endroit sûr. » Quand David partit, Émilie enfila son pyjama et s'allongea sur le lit moelleux. Le silence de la maison était différent du silence des rues. Il n'était pas menaçant, mais paisible. Il n'y avait pas de voiture qui passait, pas de voix lointaine d'étrangers, pas de peur constante d'être découverte. Pour la première fois en 8 mois, Émilie s'endormit sans crainte, enveloppée dans des draps propres, le ventre plein et le sentiment étrange, presque oublié, de sécurité. La maison Miller, autrefois trop silencieuse pour seulement 2 personnes, avait maintenant la voix d'un nouvel enfant entre ses murs. Les premiers rayons de soleil percèrent à travers les rideaux quand David se réveilla. Instinctivement, il vérifia l'heure, 6h30 du matin, son heure habituelle pour commencer à se préparer pour le travail. Mais aujourd'hui, il s'arrêta un instant, se souvenant qu'il avait une nouvelle résidente dans la maison. Silencieusement, il descendit le couloir et s'arrêta à la porte de la chambre d'amis, maintenant la chambre d'Émilie. Il ouvrit la porte lentement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La fillette dormait profondément, recroquevillée dans les draps comme un petit cocon. Son visage, détendu dans le sommeil, semblait encore plus jeune, rappelant à David à quel point elle était encore une enfant, malgré la maturité que les circonstances lui avaient imposée. Dans la cuisine, il prépara du café et appela son bureau. « Janet, je travaillerai de la maison ces prochains jours », informa-t-il son assistante.
quelque chose d'important est survenu dans la famille. Pas de problème, monsieur Miller. Je reporterai vos réunions en personne. David se remercia mentalement d'avoir un poste qui lui permettait une telle flexibilité. En tant qu'associé du cabinet, il pouvait gérer son propre temps, chose qu'il faisait rarement, donnant toujours la priorité au travail. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus important. Vers 7h30, il entendit de légers bruits de pas dans l'escalier. Émilie apparut à la porte de la cuisine, déjà habillée avec les vêtements de Sophie qu'ils avaient mis de côté pour elle, les cheveux peignés et les mains fraîchement lavées. « Bonjour », dit-elle poliment, comme incertaine de sa place dans cet espace. « Bonjour, Émilie. Tu as bien dormi ?» La fillette hocha la tête. « Le lit est très moelleux », commenta-t-elle, presque comme si c'était quelque chose d'étrange. David sourit. « C'est une bonne chose. Tu as faim ? Nous avons des céréales, du pain grillé, des œufs. N'importe quoi, c'est bien, répondit Émilie, toujours debout près de la porte. Viens t'asseoir. Tu peux choisir ce que tu veux manger. Progressivement, Émilie s'approcha de la table. David remarqua qu'elle observait attentivement où tout était rangé, les assiettes dans le placard du haut, les couverts dans le tiroir, le jus dans le réfrigérateur. Mémorisant, s'adaptant, apprenant les règles tacites de ce nouvel environnement. Sophie descendit peu après, encore en pyjama et les cheveux en désordre, tout le contraire de l'apparence organisée d'Émilie. « Bonjour !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme, courant pour serrer son père dans ses bras, puis souriant à Émilie. « Tu es déjà levée ? Tu as bien dormi ? Tu aimes la chambre ? On prend le petit déjeuner ensemble. » La rafale de questions fit cligner des yeux Émilie, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres. « J'ai bien dormi, merci, répondit-elle. La chambre, elle est très bien. » Le petit déjeuner se déroula au son des bavardages de Sophie, qui remplissaient le silence. Émilie mangeait lentement, savourant chaque fourchette d'œufs brouillés, chaque bouchée de pain grillé avec de la confiture, comme si elle voulait imprimer le goût dans sa mémoire. « Aujourd'hui, c'est samedi, on n'a pas école, » expliqua Sophie. « On peut jouer toute la journée. Et tu pourras m'aider avec mes devoirs plus tard ? La maîtresse nous a donné des problèmes de maths pour lundi. » « Bien sûr, » accepta Émilie, « si ton père n'y voit pas d'inconvénient. »« Je pense que c'est une excellente idée, » répondit David. « En fait, j'ai quelque chose à régler dans mon bureau à l'étage. Si vous deux vous débrouillez seuls pendant quelques heures, je peux travailler pendant que vous étudiez. » Après le petit déjeuner, David se retira dans son bureau à l'étage, mais laissa la porte entr'ouverte. De temps en temps, il arrêtait ce qu'il faisait pour écouter les voix des filles venant du salon. Vers 10h du matin, sa curiosité le poussa à descendre silencieusement les escaliers. Il s'arrêta sur la dernière marche, observant la scène dans le salon sans être remarqué. Sophie et Émilie étaient assises sur le tapis, des cahiers et des livres éparpillés autour d'elles. Sophie fronçait les sourcils devant un problème tandis qu'Émilie expliquait patiemment. « Regarde, Sophie, c'est comme on a fait avant. Si tu as 12 pommes et que tu veux les diviser équitablement entre 4 personnes, tu dois trouver combien de pommes chaque personne aura. » « Je sais, la réponse est 3, répondit Sophie, frustrée, mais la maîtresse a dit que je dois montrer comment j'ai obtenu ce nombre. « Alors, dessinons-le, suggéra Émilie. Elle prit un crayon et une feuille blanche. « Voici tes 12 pommes. » Elle dessina de simples cercles représentant les fruits. « Maintenant, mettons-les en 4 groupes. » David regardait, impressionné, comment Émilie adaptait naturellement son explication quand elle réalisait que Sophie ne comprenait pas. Elle ne connaissait pas seulement la réponse, elle savait comment enseigner, une compétence rare chez n'importe qui, encore moins chez un enfant de 5 ans. « J'ai compris », s'exclama soudainement Sophie. « C'est comme un partage. 12 divisé par 4, ça fait 3, parce que chaque personne reçoit 3 pommes si on divise équitablement. » « Exactement, » sourit Émilie. « Maintenant, essaie le problème suivant toute seule. » David retourna silencieusement à son bureau, réfléchissant à ce qu'il venait de voir. En seulement 2 jours, Émilie était déjà devenue une présence précieuse dans la maison, non seulement comme quelqu'un qui avait besoin d'aide, mais comme quelqu'un qui avait aussi beaucoup à offrir. À midi, David descendit pour préparer le déjeuner et trouva le salon transformé. Les filles avaient fini leurs devoirs et jouaient maintenant à l'école, avec Émilie comme maîtresse et Sophie comme élève appliquée. Un petit tableau noir que Sophie avait reçu pour Noël était appuyé sur la table basse, avec des chiffres et des lettres écrits à la craie colorée. « C'est l'heure de la récréation, la classe », annonça Émilie d'une voix un peu plus formelle, faisant éclater de rire Sophie. «
Je pense que c'est plutôt l'heure du déjeuner, commenta David, annonçant sa présence. Les filles se tournèrent, Sophie riant encore et Émilie avec un sourire timide sur le visage. « Papa, Émilie est la meilleure maîtresse du monde », déclara Sophie. « Elle explique tout d'une manière qui a du sens et elle ne se fâche pas quand je fais des erreurs. » « J'ai vu », approuva David. « Mais vous deux, vous formez une bonne équipe. » Pendant le déjeuner, David remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, Sophie mangeant des légumes sans se plaindre. Quand la fillette prit volontairement plus de brocolis, il ne put cacher sa surprise. « Depuis quand aimes-tu autant les brocolis ?» demanda-t-il. « Émilie a dit que les légumes aident le cerveau à mieux fonctionner », expliqua naturellement Sophie. « Et je veux être intelligente comme elle. » David échangea un regard amusé avec Émilie, qui baissa les yeux, une légère rougeur colorant ses joues. L'après-midi, alors que David terminait quelques rapports, des bruits de rire parvinrent à son bureau. Il descendit à nouveau et trouva les filles dans le jardin, où Sophie montrait à Émilie comment utiliser la balançoire. « Plus haut, Émilie. Tu dois donner des coups de pied avec tes jambes comme ça », démontra Sophie, se balançant avec abandon. Émilie, plus prudente, suivit les instructions, allant un peu plus haut à chaque fois. Soudain, quand elle atteignit une hauteur considérable, un son surprenant s'échappa d'elle, un rire clair et authentique, probablement le premier depuis son arrivée. David sentit une boule dans sa gorge. Le son du rire d'Émilie était comme de la musique dans une maison qui, il s'en rendait compte maintenant, avait été trop silencieuse pendant trop longtemps. Les jours suivants établirent une routine naturelle. Le matin, Émilie aidait Sophie à se préparer pour l'école, choisissant les vêtements, préparant son sac à dos, révisant les devoirs. David les conduisait toutes les deux à l'école, déposant Émilie au secrétariat pour parler avec le directeur de sa potentielle inscription pendant que Sophie allait dans sa classe. Pendant la journée, alors que Sophie était en classe, Émilie aidait David à organiser la maison, voulant toujours se rendre utile. Il remarqua comment elle observait tout avec des yeux attentifs, comment il organisait les factures, comment il faisait fonctionner la machine à laver, comment il préparait les repas. « Tu n'as pas à faire ça, Émilie », dit-il une fois, la trouvant en train de plier méticuleusement des vêtements propres. « Tu es une enfant, pas une femme de ménage. » Émilie le regarda, confuse. « Mais je veux aider. Vous et Sophie me laissez rester ici. »« Ce n'est pas un échange, » expliqua doucement David. « Tu n'as pas à payer pour être ici. » L'idée semblait étrange à Émilie, mais petit à petit, elle commença à se détendre, à jouer plus, à s'inquiéter moins, à accepter les soins sans sentir qu'elle devait rendre l'appareil immédiatement. L'après-midi, le salon se transformait régulièrement en salle de classe. Émilie s'asseyait à côté de Sophie, la guidant dans ses devoirs avec un mélange de fermeté et de douceur qui rappelait à David les meilleurs professeurs qu'il avait connus. « Il ne s'agit pas seulement de mémoriser la réponse », expliquait Émilie. « Il s'agit de comprendre pourquoi la réponse est juste. »« Mais c'est plus facile de juste se souvenir », protestait parfois Sophie. « Plus facile maintenant, plus difficile plus tard », répondait Émilie avec une sagesse qui semblait impossible pour ses 5 ans. La nuit, David observait les deux filles pendant l'heure du bain, les histoires avant de dormir, les petites confidences chuchotées que les enfants partagent. La maison, autrefois un lieu fonctionnel où lui et Sophie dormaient et mangeaient simplement entre deux rendez-vous, était redevenue un foyer, rempli de questions curieuses, de rires inattendus, de petites découvertes quotidiennes. Et au centre de cette transformation se trouvait Émilie, s'épanouissant visiblement chaque jour, ses épaules moins tendues, son visage plus expressif, sa voix plus forte, comme une plante qui trouve enfin le soleil après une longue période dans l'ombre. La 3e nuit, après que les filles se furent endormies, David s'assit dans son bureau avec une tasse de café. Sur le mur, la photo de Claire semblait lui sourire. « Elle t'aurait plu », murmura-t-il à l'image de sa défunte femme. « Elle me rappelle toi, tu sais. La même détermination, la même gentillesse. » En terminant son café, David prit une décision qui, en vérité, s'était déjà formée depuis le moment où il avait trouvé Émilie dormant parmi les cartons. Il était temps de rendre les choses officielles. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Émilie à la maison des Miller, une semaine qui avait transformé la routine de la famille d'une manière que David n'aurait jamais pu prévoir. Ce samedi matin, David se réveilla avant l'aube. Le silence de la maison était réconfortant. Il savait que dans les chambres au bout du couloir, les deux filles dormaient profondément. Il se leva doucement et se rendit à son bureau, où il alluma son ordinateur et ouvrit un dossier qu'il avait commencé quelques jours auparavant, simplement intitulé Émilie. Le document contenait des notes sur les procédures d'adoption,
les exigences légales et les contacts de collègues spécialisés en droit de la famille. David avait fait des recherches discrètement, dans les moments où les filles dormaient ou étaient absorbées par leur jeu. Prenant une gorgée de café, David contempla la situation dans laquelle il se trouvait. Il y a 3 semaines, sa vie suivait un cours prévisible, le travail, Sophie, les responsabilités d'un père célibataire jonglant entre carrière et éducation d'une fille. Maintenant, il envisageait sérieusement d'agrandir sa famille de façon permanente, d'intégrer dans sa vie un enfant qu'il avait rencontré par hasard. C'était une décision énorme, une qui changerait tout pour toujours. Et pourtant, cela semblait étrangement naturel, comme si Émilie avait toujours été destinée à faire partie de leur vie. « Je deviens sentimental », se murmura-t-il en souriant légèrement. Mais ce n'était pas seulement du sentimentalisme. En tant qu'avocat, David avait toujours été pragmatique, analytique. Et en analysant objectivement, la présence d'Émilie avait été bénéfique pour tout le monde. Sophie était plus heureuse, plus engagée dans ses études, apprenant des valeurs d'empathie et de générosité qu'aucune école ne pourrait enseigner aussi efficacement. La maison elle-même semblait plus vivante, remplie d'une énergie qui manquait depuis la mort de Claire. Et Émilie ? La transformation d'Émilie était remarquable. La fille prudente et méfiante des premiers jours laissait progressivement place à un enfant plus détendu, plus disposé à sourire, à poser des questions, à prendre de la place. Ses connaissances surprenantes et sa maturité demeuraient, mais venaient maintenant accompagnées de véritables moments de joie enfantine. David ouvrit son calendrier et vérifia les rendez-vous de la semaine suivante. Il y avait une réunion importante le lundi qu'il ne pouvait pas reporter, mais son mardi était relativement libre. Il se mit un rappel, appelé Michael, 10 heures. Michael Hernandez était un ancien camarade d'université spécialisé en droit de la famille, en particulier dans les cas d'adoption. C'est le premier pas, se dit David en fermant son ordinateur portable. De légers bruits de pas dans le couloir annoncèrent que l'une des filles s'était réveillée. Quelques instants plus tard, Émilie apparut à la porte du bureau, déjà habillée et les cheveux peignés. « Bonjour », dit-elle poliment. « Je peux entrer ?» »« Bien sûr », sourit David. « Tu es matinale aujourd'hui. » Émilie entra dans le bureau, ses yeux balayant les étagères de livres avec une admiration à peine dissimulée. « Je me réveille toujours tôt », répondit-elle. « Je peux aider à préparer le petit déjeuner ?» C'était une constante depuis l'arrivée d'Émilie, son insistance à aider, à contribuer, comme si elle devait justifier sa présence. David et Sophie avaient essayé de lui expliquer qu'elle n'avait pas besoin de payer pour être là, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Bien sûr, acquiesça David en se levant. Sophie dormira probablement encore 1 heure. Elle adore rester au lit le samedi. Dans la cuisine, ils travaillèrent côte à côte dans une routine déjà familière. Émilie mit la table pendant que David faisait frire des œufs et grillait du pain. La fillette se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un habitué à prendre soin de soi, mais il y avait une légèreté dans ses mouvements qui n'était pas là à son arrivée. « David », dit-elle soudainement, utilisant son prénom, chose qui sonnait encore formelle venant d'un si petit enfant, mais qui était un progrès par rapport au monsieur Miller des premiers jours. « Je peux vous demander quelque chose ?»« N'importe quoi », répondit-il en retournant les œufs dans la poêle. « Quand est-ce que je devrais partir ?» La question prit David par surprise. Il éteignit le feu et lui fit face. « Pourquoi penses-tu que tu dois partir ?» Émilie haussa les épaules, évitant son regard. « Parce que c'est comme ça que ça marche. Les bonnes choses ne durent pas. » La simplicité de la déclaration, l'acceptation résignée dans sa voix, serra le cœur de David. « Émilie, dit-il doucement en s'accroupissant à sa hauteur. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras et en auras besoin. Nous ne nous attendons pas à ce que tu partes. » Émilie le regarda enfin, ses grands yeux cherchant des signes de mensonge ou de tromperie. « Vraiment ? Même si c'est pour très longtemps ?» David voulait lui parler alors de ses projets d'adoption, de son désir qu'elle reste en permanence. Mais il hésita. Le processus serait compliqué. Il y aurait des entretiens, des évaluations, de la bureaucratie. Et si, pour une raison quelconque, ce n'était pas approuvé ? Il ne pouvait pas créer de faux espoirs pour ensuite les briser. Même si c'est pour très longtemps, confirma-t-il plutôt. Cette maison est aussi ta maison maintenant, Émilie. Un petit sourire apparut sur le visage de la fillette, et elle hocha la tête, retournant disposer les couverts sur la table. Le reste de la journée se passa tranquillement. Les filles passèrent la matinée à jouer dans le jardin, profitant du soleil d'automne. Après le déjeuner,
Alors qu'Émilie aidait Sophie avec un projet de science pour l'école, David se retira à nouveau dans son bureau. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis un certain temps. « Bonjour, Patricia », dit-il lorsque l'appel fut pris. « C'est David Miller. Je sais que c'est samedi, mais j'avais besoin de vous parler d'une affaire professionnelle. » Patricia Chen était une assistante sociale avec qui David avait travaillé sur quelques cas au fil des ans. S'il y avait quelqu'un qui pouvait le guider dans le processus d'adoption avec connaissance et discrétion, c'était bien elle. La conversation dura près d'1 heure. David expliqua la situation, comment ils avaient trouvé Émilie, sa situation d'abandon, l'absence de tout parent connu, son adaptation étonnamment naturelle à la vie avec eux. « Je ne vais pas vous mentir, David, ce sera un processus complexe », expliqua Patricia. Surtout parce qu'il n'y a pas de dossier formel d'abandon ou d'entrée dans le système. Mais ce n'est pas impossible. D'abord, nous devrons enregistrer formellement sa situation, rechercher des parents, puis vous pourrez demander la garde temporaire pendant que le processus d'adoption se poursuit. Combien de temps tout cela prendrait-il, de manière réaliste? Des mois, peut-être 1 an ou plus. Mais le fait que vous preniez déjà soin d'elle et que vous soyez un avocat respecté avec une situation financière stable aide beaucoup. David posa quelques questions supplémentaires sur les prochaines étapes, notant soigneusement les réponses. Quand il raccrocha, il se sentit à la fois anxieux et déterminé. Le chemin serait long, mais il valait la peine d'être parcouru. En bas, il entendit des rires. Il s'approcha silencieusement des escaliers et vit Émilie et Sophie assises sur le sol du salon, entourées de livres et de fournitures de bricolage. Elles construisaient ce qui ressemblait à une maquette du système solaire, avec des boules de polystyrène peintes de différentes couleurs. Mars est rouge parce qu'elle a beaucoup d'oxyde de fer à sa surface, expliquait Émilie en appliquant de la peinture rouge sur l'une des sphères. C'est comme de la rouille. Comment sais-tu tant de choses sur les planètes? Demanda Sophie, sincèrement impressionnée. Je l'ai lu dans un livre que j'ai trouvé, répondit simplement Émilie. Il venait de la bibliothèque, mais quelqu'un l'a jeté parce que certaines pages étaient déchirées. David ressentit ce mélange familier d'admiration et de tristesse. L'intelligence et la résilience d'Émilie étaient extraordinaires, mais les circonstances qui avaient forcé le développement de ses qualités avaient été trop dures pour un enfant. Ce soir-là, après le dîner, David travaillait sur son ordinateur portable dans le salon pendant que les filles regardaient un film pour enfants à la télévision. Quand le générique de fin commença à défiler, Sophie bâilla et s'appuya contre l'épaule d'Émilie. « Il est temps de se brosser les dents et d'aller au lit », annonça David en fermant son ordinateur. « Juste 5 minutes de plus, papa », négocia Sophie, comme elle le faisait tous les soirs. « 5 minutes, accepta-t-il avec un sourire. « Je vais monter préparer le bain. » Alors que David montait, Sophie se tourna vers Émilie, qui rangeait les coussins éparpillés sur le canapé. « Émilie, dit-elle confidentiellement, tu aimes vivre ici avec nous ?» Émilie arrêta ce qu'elle faisait, considérant la question. « J'aime beaucoup, répondit-elle honnêtement. Votre maison est magnifique et vous et votre père êtes très gentils avec moi. » Notre maison, corrigea Sophie. Pas ma maison, notre maison maintenant. Émilie sourit timidement. C'est étrange de penser ça, avoir une vraie maison. Mais tu aimes, n'est-ce pas? Être ici avec nous? Oui, confirma Émilie. J'aime beaucoup. Sophie parut satisfaite de la réponse. Elle resta silencieuse un instant, comme pour rassembler son courage, puis, je vais demander à papa si tu peux rester avec nous pour toujours. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Sophie, ne fais pas ça. Ton père en fait déjà tellement en me laissant rester ici un moment. Je ne veux pas le déranger davantage. Ce n'est pas un dérangement. C'est bien de t'avoir ici. Papa le pense aussi. Il sourit beaucoup plus maintenant. Avant qu'Émilie ne puisse protester à nouveau, Sophie se leva et courut à l'étage. Émilie la suivit, hésitante, s'arrêtant à mi-chemin des escaliers quand elle entendit des voix venant de la salle de bain, où David préparait la baignoire. « Papa », la voix de Sophie semblait déterminée. « Je peux te demander quelque chose d'important ?»« Bien sûr, princesse. »« Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'Émilie peut rester avec nous pour toujours ?» Il y eut une pause. Émilie retint son souffle, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Une partie d'elle voulait courir, ne pas entendre la réponse, se protéger de l'inévitable déception. Mais ses pieds restèrent collés à la marche. « Si elle le veut, oui », vint la réponse de David, simple et directe. Émilie se couvrit la bouche avec sa main, trop surprise pour bouger.
Vraiment? La voix de Sophie était pleine d'espoir. Elle n'aura pas à partir? Non, Sophie. Je travaille pour m'assurer qu'Emily puisse rester avec nous de façon permanente, si c'est ce qu'elle veut. Comme une adoption? Comme dans les films? Oui, quelque chose comme ça. Mais c'est un processus compliqué et ça prend du temps. C'est pour ça que je n'ai encore rien mentionné. Je ne veux pas créer d'attente avant d'être sûr. Mais tu veux vraiment qu'elle reste pour toujours? Oui, Sophie. En une seule semaine, je ne peux plus imaginer notre famille sans elle. Emily sentit une larme couler sur son visage, suivie d'une autre et d'une autre. Famille. Le mot résonnait dans son esprit comme une promesse presque trop grande pour y croire. J'ai toujours voulu une sœur, déclara Sophie avec la sincérité directe des enfants. Je sais, ma chérie. Et il semble que ton souhait pourrait se réaliser. Mais souviens-toi, c'est entre nous pour l'instant, d'accord? Il y a encore beaucoup de choses à régler avant que nous puissions en parler à Emily. D'accord, papa. Ce sera notre secret. Emily se retira silencieusement, descendant les escaliers sans un bruit. Elle s'assit sur la dernière marche, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. David voulait l'adopter. Il voulait qu'elle reste en permanence, qu'elle fasse partie de leur famille. Après tant de temps seule, après tant de nuits à sentir qu'elle n'appartenait nulle part et à personne, l'idée d'un foyer permanent, d'une famille, semblait presque impossible à saisir. Elle entendit des bruits de pas s'approcher et essuya rapidement ses larmes. Sophie apparut en haut des escaliers. « Emily, qu'est-ce que tu fais en bas? Viens, papa a dit qu'on pouvait prendre un bain ensemble aujourd'hui. » Emily se leva, forçant un sourire pour cacher son émotion. « J'arrive, » répondit-elle en montant les marches à nouveau. En passant la porte de la salle de bain, son regard croisa celui de David un instant. Elle eut l'impression qu'il savait qu'elle avait entendu la conversation. Il y avait une douceur dans ses yeux, une certitude tranquille qui la fit se sentir en sécurité. Plus tard, dans son lit, Emily regarda le plafond de sa chambre, non plus la chambre d'amis dans son esprit, mais sa chambre. Par la fenêtre, elle pouvait voir un bout du ciel étoilé. Elle se souvint combien de nuits elle avait passé à regarder ces mêmes étoiles depuis des endroits très différents, des ruelles sombres, des auvents froids, des abris de fortune. Maintenant, enveloppée dans des draps propres, le ventre plein et le cœur plus léger qu'elle ne se souvenait l'avoir jamais senti, Emily s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, les bonnes choses pouvaient durer. Sur le mur du couloir, sur une photo qu'Emily avait remarquée le premier jour, Claire Miller souriait, comme si elle approuvait silencieusement l'agrandissement de sa famille. Et dans la chambre principale, David terminait un email à Michael Hernandez, son ami et spécialiste du droit de la famille. « J'ai besoin de tes conseils pour entamer une procédure d'adoption. La jeune fille en question s'appelle Emily. Elle a 5 ans et elle a déjà transformé nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé possible. Je veux faire cela correctement, avec tout le soin et la responsabilité qu'elle mérite. Pouvons-nous nous rencontrer mardi? C'est la décision la plus importante que j'ai prise depuis que j'ai décidé d'épouser Claire. » Il envoya l'email et ferma son ordinateur portable. Dans le couloir, il vérifia que Sophie dormait profondément, le visage serein, un petit sourire aux lèvres. Dans la chambre voisine, Emily s'était également endormie, une main tenant fermement le livre qu'elle lisait avant de se coucher. David ajusta la couverture sur elle et partit doucement, laissant la porte entr'ouverte comme elle le préférait. Un sentiment de paix l'enveloppa, la certitude tranquille qu'il faisait exactement ce qu'il devait faire. La graine plantée par Sophie avait fleuri en une décision qu'il ne s'était jamais attendu à prendre, mais qui semblait maintenant la seule possible. La matinée était claire lorsque David gara sa voiture devant l'imposant bâtiment où Michael Hernandez, son ancien camarade d'université et maintenant avocat respecté en droit de la famille, avait son cabinet. Le processus d'adoption d'Emily avait officiellement commencé 2 semaines plus tôt, et c'était la première réunion de suivi. La secrétaire conduisit David au bureau de Michael, qui le salua d'une poignée de main ferme et d'un sourire accueillant. « Comment vont les filles ?» demanda Michael en désignant la chaise en face de son bureau. « Étonnamment bien, » répondit David en s'installant. C'est comme si Emily avait toujours fait partie de la famille. Sophie la traite comme une sœur depuis le premier jour, et Emily, eh bien, elle s'épanouit d'une manière que je n'imaginais pas possible si rapidement. Michael sourit, ravi, mais son expression devint bientôt plus sérieuse. Il ouvrit un dossier sur le bureau et ajusta ses lunettes. « David, nous avons fait les enquêtes préliminaires sur la situation juridique d'Emily. » Commença-t-il en parcourant les documents. «
Nous avons localisé son certificat de naissance et confirmé le décès de Rebecca Jenkins, sa mère biologique. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça simplifie le processus d'adoption, non? Michael hésita, et David sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. En grande partie, oui. Mais nous avons trouvé quelque chose qui complique un peu la situation. Il fit glisser un document sur la table. Emily a une grand-mère maternelle vivante, Margaret Jenkins, 65 ans, résidant à Ridgewood, à environ 1 heure d'ici. David prit le papier, sentant comme si le sol avait disparu sous lui. Une grand-mère. Quelqu'un avec des liens de sang avec Emily. Quelqu'un avec des droits légaux prioritaires. Emily n'a jamais mentionné de grand-mère, dit-il, plus pour lui-même que pour Michael. Il est possible qu'elles ne connaissent pas son existence ou qu'elles aient perdu le contact il y a longtemps, expliqua Michael. Mais légalement, nous devons informer Madame Jenkins du processus d'adoption. En tant que parente de sang direct, elle a la priorité en matière de garde, à moins qu'elle ne renonce formellement à ce droit. David hocha lentement la tête, comprenant la situation en tant qu'avocat, mais ressentant une anxiété croissante en tant que père potentiel d'Emily. « Et si elle veut la garde ?» demanda-t-il, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Le tribunal prendra en compte divers facteurs, l'âge de la grand-mère, ses conditions financières et de santé, et surtout, l'intérêt supérieur d'Emily. Le fait que la fillette soit déjà adaptée à votre foyer et ait un lien avec vous et Sophie sera pris en compte. Michael fit une pause. Mais n'allons pas trop vite. D'abord, nous devons contacter Madame Jenkins. Sur le chemin du retour, David luttait avec des sentiments contradictoires. En tant qu'avocat, il comprenait parfaitement la nécessité de contacter tous les parents biologiques avant de procéder à une adoption. En tant que père, il craignait de perdre la fillette qu'il considérait déjà comme faisant partie de sa famille. Ce soir-là, il regarda Emily et Sophie jouer dans le salon, construisant un fort avec des coussins et des couvertures. Le rire d'Emily, autrefois si rare, remplissait maintenant régulièrement la maison. Comment pourrait-il lui expliquer qu'il y avait une grand-mère qui pourrait vouloir l'emmener? Il décida de ne rien dire jusqu'à ce qu'il ait plus d'informations. Il ne voulait pas causer d'anxiété inutile à Emily, qui avait déjà fait face à trop d'abandon dans sa courte vie. Le lendemain, après avoir déposé les filles à l'école et Emily assistait de manière informelle à quelques cours pendant que les documents officiels étaient traités, David se rendit à Ridgewood, suivant l'adresse fournie par Michael. La maison de Margaret Jenkins était modeste mais bien entretenue, avec un petit jardin devant où des roses commençaient à fleurir malgré la fin de l'automne. Le cœur battant, David sonna à la porte. Après quelques instants, une dame aux cheveux gris répondit. Elle avait des yeux bleus perçants qui lui rappelèrent immédiatement ceux d'Emily, observateur, intelligent, avec une certaine lassitude. « Madame Jenkins? Margaret Jenkins? » « Oui, c'est moi. » Elle l'examina avec curiosité. « Comment puis-je vous aider? » « Je m'appelle David Miller. J'aimerais vous parler de votre fille, Rebecca, et de votre petite-fille, Emily. » Le visage de Margaret pâlit visiblement. Elle s'appuya contre le cadre de la porte. « Rebecca? Vous avez des nouvelles d'elle? » Sa voix tremblait d'un mélange d'espoir et d'appréhension. « Pouvons-nous parler à l'intérieur? » demanda doucement David. Le salon était simple mais confortable, avec des meubles anciens bien conservés et de nombreuses photographies sur les murs. David remarqua une adolescente souriante sur plusieurs d'entre elles, vraisemblablement Rebecca, la mère d'Emily. Assis sur le canapé, David expliqua soigneusement la situation, comment il avait trouvé Emily, les circonstances de la mort de Rebecca, la situation actuelle de la fillette vivant avec lui et Sophie, et le processus d'adoption qu'il souhaitait entamer. Margaret écoutait en silence, des larmes coulant librement sur son visage ridé. Rebecca, et une petite fille dont je n'ai jamais connu l'existence? Elle secoua la tête, incrédule. J'ai toujours su que quelque chose de terrible était arrivé quand j'ai perdu le contact avec ma fille, mais ça? Je suis désolé de vous apporter cette nouvelle, dit sincèrement David. Margaret essuya ses larmes avec un mouchoir en tissu qu'elle sortit de sa poche. Rebecca et moi nous sommes disputés, expliqua-t-elle finalement, la voix étranglée. Elle n'avait que 19 ans, pleine de rêves et de projets. Elle voulait déménager dans la grande ville, vivre sa propre vie. J'ai essayé de l'en empêcher, j'ai été trop dur. Elle soupira profondément. Des mots terribles ont été dits des deux côtés. Rebecca est partie en jurant que je ne la verrai ni ne l'entendrai plus jamais. Et elle a tenu sa promesse. Avez-vous essayé de la retrouver? Demanda doucement David.
Les premières années, constamment. J'ai même engagé un détective privé. Mais Rebecca avait complètement disparu. Après un certain temps, la douleur et la fierté. Elle laissa la phrase en suspens. Je n'ai jamais imaginé qu'elle aurait une fille. Mon Dieu, une petite fille. Émilie a 5 ans, proposa David. C'est une fille extraordinaire. Intelligente, polie, résiliente d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à l'être. Margaret regarda les photos de Rebecca sur le mur. À quoi ressemble-t-elle, physiquement, je veux dire? Ressemble-t-elle à Rebecca? Elle a les mêmes yeux, répondit David. La même expression observatrice. Et la même détermination, je dirais. Un silence s'installa dans la pièce pendant que Margaret traitait toutes les informations. Finalement, elle se tourna vers David. Monsieur Miller, si je comprends bien, vous êtes ici parce que légalement, en tant que sa grand-mère maternelle, j'aurai la priorité en matière de garde d'Émilie. David hocha la tête. Oui. Avant de procéder à une adoption, la loi exige que tous les parents proches soient informés et qu'ils soient vérifiés s'ils souhaitent assumer la garde. Margaret resta silencieuse un autre moment, réfléchissant. Et comment se porte Émilie avec vous et votre fille? Semble-t-elle heureuse? Je le crois, répondit honnêtement David. Au début, elle était très prudente, comme si elle s'attendait à être renvoyée à tout moment. Mais petit à petit, elle s'ouvre, rit davantage, fait des projets pour l'avenir. Elle et ma fille Sophie sont devenues inséparables. Margaret se leva et se dirigea vers la bibliothèque, prenant une photographie encadrée. C'était Rebecca adolescente, souriant largement en tenant un trophée. Rebecca a 15 ans, expliqua-t-elle. Elle a gagné un concours de sciences à l'école. Se rasseyant, Margaret regarda directement David. Monsieur Miller, j'apprécie votre honnêteté et le fait d'être venu me dire tout cela personnellement. Quant à la question de la garde, elle prit une profonde inspiration. J'ai 65 ans, je vis seul avec une petite pension et j'ai des problèmes de santé. Je ne suis pas en mesure d'élever convenablement un enfant. Et même si je l'étais, il ne serait pas juste de déraciner Émilie d'un foyer où elle a enfin trouvé la stabilité. David ressentit un immense soulagement mais maintint une expression neutre. Je comprends. Cependant, continua Margaret en se penchant légèrement en avant, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Faire partie de sa vie, même si ce n'est que comme une grand-mère qui lui rend visite de temps en temps. Si c'est possible. Absolument, répondit David sans hésiter. En fait, je pense qu'il serait important pour Émilie de connaître son histoire familiale, de savoir d'où elle vient. Le visage de Margaret s'illumina d'espoir. Vous le permettriez? Même en sachant que légalement, je pourrais compliquer le processus d'adoption? Madame Jenkins, dit fermement David, je suis ici parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour Émilie. Et je crois que connaître sa grand-mère, son histoire familiale, en fait partie. 2 jours plus tard, David s'assit avec Émilie dans le salon et expliqua soigneusement la découverte de sa grand-mère. La fillette écoutait en silence, ses grands yeux fixés sur le visage de David, traitant chaque mot. « Alors, ma mère avait une mère ?» dit-elle finalement, comme pour tester l'idée. « Oui, nous en avons tous, » répondit doucement David. « Et elle veut te rencontrer. »« Pourquoi ?»« Parce que tu es la fille de sa fille. Parce que tu fais partie de sa famille. » Émilie fronça les sourcils, pensive. « Voudra-t-elle que je vive avec elle ?» David remarqua la peur à peine déguisée dans la question. « Non, Émilie. Margaret comprend que ta maison est ici maintenant, avec nous. Elle veut juste te rencontrer, peut-être faire partie de ta vie, en tant que ta grand-mère. » Émilie sembla réfléchir profondément à cela, son petit visage sérieux comme il le devenait habituellement lorsqu'elle résolvait un problème difficile. « Je peux y réfléchir ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr, » répondit David, surpris une fois de plus par sa maturité. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Ce fut Sophie, finalement, qui convainquit Émilie de rencontrer sa grand-mère. « Si c'est ta grand-mère, alors c'est un peu comme une grand-mère pour moi aussi, non ?» demanda Sophie pendant le petit déjeuner 2 jours après la conversation initiale. « Je n'ai jamais eu de grand-mère. Ça pourrait être amusant. » Émilie regarda Sophie, puis David. « Je pense que je veux la rencontrer, » décida-t-elle finalement. Le dimanche suivant, David emmena Émilie rencontrer Margaret. Sophie avait insisté pour venir, mais David expliqua que cette première rencontre devait être plus intime.
Quand ils arrivèrent à la maison de Ridgewood, Emily tenait fermement la main de David, une rareté pour la fillette habituellement si indépendante. Margaret ouvrit la porte, ses yeux trouvant immédiatement ceux d'Emily. Pendant un moment, les deux se regardèrent simplement, grand-mère et petite-fille, reconnaissant quelque chose de familier l'une chez l'autre malgré ne s'être jamais rencontrées auparavant. Alors, « Bonjour, Emily », dit finalement Margaret, sa voix douce et un peu tremblante. « Je suis Margaret, ta grand-mère. » Emily ne répondit pas immédiatement, étudiant le visage de la femme avec l'intensité qui était sa marque de fabrique. « Vous avez ses yeux, dit-elle finalement. Ceux de ma mère. » Margaret sourit à travers ses larmes. « Et tu as son sourire. Exactement le même. » Le début fut maladroit, comme on pouvait s'y attendre. Assise dans le salon, Margaret montra à Emily des photos de Rebecca à différents âges, raconta des histoires de son enfance, répondit aux questions hésitantes d'Emily. Progressivement, l'atmosphère se détendit. Emily commença à poser plus de questions, absorbant avec empressement chaque nouvelle information sur sa mère. Quand Margaret mentionna que Rebecca aimait dessiner et chanter, les yeux d'Emily pétillèrent. Elle me chantait des chansons tous les soirs, partagea-t-elle, sa première offre spontanée d'information. Même quand nous n'avions pas un bon endroit où rester. Margaret essuya une larme. Elle avait une belle voix. Depuis toute petite, elle gagnait des concours à l'école. Avant de partir, Margaret tendit à Emily une petite boîte en bois sculpté. « Ce sont quelques objets qui appartenaient à ta mère quand elle avait ton âge, » expliqua-t-elle. « J'ai pensé que tu aimerais les avoir. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un petit bracelet d'enfant, quelques rubans colorés pour les cheveux, un journal intime dont les premières pages étaient remplies de l'écriture enfantine de Rebecca, et une photo d'elle à 5 ans, souriant avec des dents de devant manquantes, tout comme Emily. « Merci, » dit Emily en tenant la boîte avec révérence. En sortant, Margaret tira discrètement David à part. « Votre avocat m'a envoyé des documents, » dit-elle en lui tendant une enveloppe. « À propos de la renonciation formelle à la garde. J'ai déjà tout signé. » David regarda l'enveloppe, surpris par la rapidité de sa décision. « Vous êtes sûr de ça ?» Margaret regarda Emily, qui attendait près de la voiture, examinant toujours le contenu de la boîte. « Absolument. Emily a trouvé un foyer avec vous. Il serait égoïste de ma part d'essayer de changer ça maintenant. » Elle sourit, triste mais résolue. « Mais je suis très heureuse de pouvoir faire partie de sa vie à partir de maintenant, si vous le permettez. » « Bien sûr que nous le permettons, » l'assura David. Dans les semaines qui suivirent, le processus d'adoption avança avec une rapidité surprenante. La renonciation formelle de Margaret à la garde avait levé le principal obstacle juridique. Il y eut d'autres visites d'assistants sociaux, d'autres documents à remplir, d'autres entretiens, mais maintenant avec un sentiment d'inévitabilité positive. Margaret devint une présence régulière dans la vie de la famille, rendant visite le dimanche et dînant occasionnellement avec eux. À la surprise de David, Sophie développa une affection particulière pour la femme âgée, l'appelant Mamie Maggie dès la première rencontre, un titre que la femme accepta avec des larmes dans les yeux. Finalement, par un mercredi ensoleillé, David, Sophie et Emily se présentèrent à l'audience finale d'adoption. Emily portait une nouvelle robe bleue et avait les cheveux soigneusement coiffés par Sophie, qui avait insisté pour y mettre de petites barrettes scintillantes pour porter chance. Margaret était également présente, assise au premier rang, souriant de manière encourageante. Le juge, un homme d'âge mûr à l'expression bienveillante, s'adressa directement à Emily pendant la procédure. « Emily, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui ?» Emily hocha la tête, sérieuse. « Monsieur Miller va officiellement devenir mon papa, et Sophie ma sœur. Et est-ce que tu veux ça ?»« Plus que tout, » répondit-elle avec une conviction qui fit monter les larmes aux yeux de David. Lorsque le juge déclara enfin l'adoption complète et annonça officiellement Emily Miller comme le nouveau nom de la fillette, Sophie ne put contenir son excitation. « Maintenant, on est de vraies sœurs !» s'exclama-t-elle en serrant Emily si fort qu'elle la fit presque tomber. Emily rendit l'étreinte, un sourire sincère illuminant son visage alors qu'elle regardait David, puis Margaret, qui observait la scène avec un mélange de joie et d'une douce nostalgie pour ce qui aurait pu être. Le premier jour d'école officielle d'Emily était prévu pour la semaine suivante. David avait rempli tous les papiers nécessaires, acheté son uniforme, ses fournitures scolaires et tout ce dont elle aurait besoin. La veille au soir, il trouva Emily dans sa chambre, arrangeant méticuleusement son nouveau sac à dos. Chaque crayon, chaque cahier, chaque livre était positionné avec un soin absolu.
Son uniforme était suspendu à la porte du placard, parfaitement repassé. Nerveuse pour demain? Demanda David en s'asseyant sur le bord du lit. Émilie haussa les épaules, essayant de paraître indifférente, mais ses doigts agités trahissaient son anxiété. Et si les autres enfants remarquent que je suis différente? Demanda-t-elle finalement, sa voix petite. Que je n'appartenais nulle part avant. Que je me tenais dehors, juste à regarder. Émilie, commença doucement David, tout le monde est différent d'une manière ou d'une autre. Et pour ce qui est d'appartenir? Il sourit, tu appartiens à cette famille maintenant. Tu es une Miller, tout autant que Sophie et moi. À ce moment-là, Sophie apparut à la porte, encore en pyjama, les cheveux en désordre. De quoi vous parlez? Émilie est un peu nerveuse pour l'école demain, expliqua David. Sophie entra immédiatement dans la chambre et s'assit à côté d'Émilie. Tu n'as pas besoin d'être nerveuse, déclara-t-elle avec la confiance inébranlable d'une enfant de 5 ans. Tu es ma sœur. Il n'y a rien dont tu doives avoir honte. Émilie regarda Sophie, surprise par la simplicité et la force de cette déclaration. Ta sœur? Répéta-t-elle doucement. Pour toujours, confirma Sophie. Et je serai à tes côtés tout le temps. Si quelqu'un est méchant avec toi, je vais. Elle fit un visage féroce qui fit glousser Émilie. Le lendemain matin, David emmena les 2 filles à l'école. Émilie, portant son nouvel uniforme, chemise blanche impeccable, jupe bleu marine, chaussettes blanches et chaussures noires brillantes, ressemblait à un être complètement différent de la fillette aux vêtements usés qui observait l'école à travers la clôture. Quand ils arrivèrent à l'entrée principale, Émilie hésita un instant, regardant le grand bâtiment qui, pendant si longtemps, n'avait été qu'un rêve lointain. « Prête ?» demanda David. Émilie prit une profonde inspiration, prit la main de Sophie et hocha la tête. Ensemble, les 2 filles franchirent la porte d'entrée. Émilie, non plus comme une observatrice silencieuse de l'autre côté de la clôture, mais comme une élève, comme une Miller, comme quelqu'un qui, enfin, appartenait. Ce soir-là, la famille dîna ensemble, avec Margaret comme invitée spéciale pour célébrer le premier jour d'école d'Émilie. La fillette raconta avec enthousiasme sa maîtresse, ses nouveaux camarades et comment elle avait surpris tout le monde en résolvant facilement des problèmes de mathématiques que le reste de la classe trouvait difficiles. Et la maîtresse a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un apprendre si vite, s'exclama Sophie, fière de sa sœur. Émilie connaît déjà tout le programme du premier semestre. N'exagère pas, Sophie, murmura Émilie en rougissant légèrement, mais visiblement satisfaite. Je pense que nous devrons peut-être parler de lui faire sauter une classe, commenta David en souriant, si tu continues comme ça. Après le dîner, quand Margaret fut partie et que Sophie prenait son bain, David trouva Émilie dans sa chambre. Elle était à son bureau, écrivant soigneusement dans un nouveau cahier. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. Émilie lui montra le cahier. Sur la couverture, d'une écriture soignée, elle avait écrit « Propriété d'Émilie Miller ». « Je n'ai jamais rien eu avec mon nom dessus avant, » expliqua-t-elle. « Je veux dire, mon nouveau nom. » David s'assit à côté d'elle, ému par ce geste apparemment simple mais chargé de sens. « Tu aimes ton nouveau nom ?» Émilie réfléchit un instant. « Je l'aime bien. Mais je suis toujours moi. Seulement maintenant ?» Elle hésita, cherchant les mots justes. « Maintenant, je suis moi, avec une famille. » David la serra dans ses bras, sentant le petit corps se détendre contre le sien, un signe de confiance qui avait mis des semaines à se développer. « Oui, tu le sais. Et tu le seras toujours. » Plus tard, après que les filles se furent endormies, David fit une pause dans le couloir entre leurs 2 chambres, écoutant leur respiration douce et régulière. En quelques mois, sa vie avait complètement changé. La maison, autrefois trop silencieuse, débordait maintenant de vie, de questions, de découvertes quotidiennes. De la chambre d'Émilie venait un soupir satisfait, le son de quelqu'un qui dort profondément, sans peur, sans froid, sans faim. Le son d'un enfant qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. La fillette qui regardait l'école de l'extérieur de la clôture dormait maintenant en sécurité à l'intérieur, avec un nouveau nom, une famille et un avenir plein de possibilités qui semblaient autrefois inaccessibles. Sur son bureau, le cahier avec son nouveau nom restait ouvert, la première page déjà remplie de son écriture soignée. Aujourd'hui était mon premier jour en tant qu'Émilie Miller. Aujourd'hui était le premier jour du reste de ma vie. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.